Bonjour, merci de nous garder votre confiance et fidélité sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans l'émission Starcom. Vous le savez, l'émission qui vous permet de mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci pour vous permettre de prendre position sur les sujets de l'actualité guinéenne en toute responsabilité. Mais vous le savez également, l'émission Starcom est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Au menu de ce numéro de Starcom, nous allons nous intéresser au massacre du 28 septembre 2009. 11 ans après, les victimes réclament toujours justice. Il faut dire que le procès des auteurs présumés du massacre du stade de Conakry tarde toujours à s'ouvrir alors que les victimes s'impatientent. Aucune date n'est encore annoncée. Pourtant, l'information judiciaire du dossier des infractions commises le 28 septembre 2009 au stade éponyme et alentour a été clôturée depuis le 29 décembre 2017 par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel de Dixine. Nous, dans cette émission, on pose le débat. Que faut-il savoir sur l'évolution du dossier du massacre du 28 septembre? La réponse, c'est juste après ça. Merci et bien évidemment et encore bienvenue dans cette émission Starcom. Comme invité dans cette émission aujourd'hui consacrée essentiellement au massacre du 28 septembre 2009, M. Abdoul Gadiri Diallo. Il est le président de l'organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen. M. Diallo, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour et merci de m'inviter à cette émission. Tout le plaisir pour moi, notamment de vous recevoir dans cette émission. Hein? C'est vrai qu'à chaque fois, on vous a notamment au téléphone dans cette émission. Alors, on va commencer cette émission notamment par l'actualité. Il faut dire que hier, le 29 septembre, le FNDC, malgré l'interdiction des autorités de sa marche, a opposé un appel à la désobéissance civile et à la résistance. Alors vous, en tant qu'activiste des droits de l'homme, quel est le regard que vous avez porté sur cette autre manifestation de FNDC qui a brillé par des interpellations et pourquoi pas des arrestations? Bon, j'avoue que moi je suis un peu confus quand les autorités disent qu'elles interdisent une manifestation. Les manifestations pacifiques sont constitutionnellement reconnues. Ouais. Le droit à une manifestation pacifique ne constitue pas un droit qu'il faut confisquer. Et manifester pacifiquement ne constitue pas une infraction non plus. Les seuls éléments sur lesquels on doit se fonder pour demander de renvoyer une manifestation, c'est lorsqu'on se rend compte que cette manifestation peut conduire à des affrontements ou à créer un péril grave ou à troubler de manière systématique l'ordre public. Mais le contexte n'était pas aussi favorable selon nos autorités parce que nous sommes en période électorale et puis l'état d'urgence sanitaire également. État d'urgence sanitaire, mais est-ce que l'état d'urgence sanitaire s'applique de manière tout à fait équilibrée? Lorsqu'on laisse les uns manifester librement et qu'on empêche les autres en arguant qu'il y a l'état d'urgence sanitaire, je crois qu'il faut d'abord commencer par refuser le 2 poids 2 mesures. Lorsqu'il est question d'empêcher toute manifestation publique, il faut l'empêcher dans tous les camps. Mais quand on laisse les uns le faire et on empêche les autres de le faire, cela crée des frustrations et cela crée des contradictions. Ouais. Je ne suis nullement en train de remettre en cause l'état d'urgence sanitaire, mais c'est le mode d'application de l'état d'urgence sanitaire que je trouve un peu incohérent. Alors, parlant de cette manifestation interdite, notamment du front dressé contre un troisième mandat d'Alpha Condé, il faut dire comme d'habitude, ça a brillé notamment à des violences et qui ont conduit à des cas d'interpellation. C'est le cas notamment d'un des membres de la coordination du FNDC, Fonike Mengue, récemment libéré par la justice guinéenne, a été également arrêté et transféré à la maison centrale. Alors, là aussi, je suis un peu mal à l'aise. C'est la célérité avec laquelle on traite généralement des cas de ce genre, pendant que d'autres cas sont traités de manière un peu partielle. Je m'explique. Il y a une plainte qui est pendante devant les juridictions, où un certain nombre d'officiers de la police ont été interpellés, notamment Fabou Camara. Qui est le commandant notamment de la DPJ,
le directeur, voilà, et également Simakan, de la brigade de recherche. De la brigade de recherche. Ils ont été convoqués par des juges. Ils ont méprisé ces convocations. On leur a décerné un mandat d'arrêt. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec ce mandat d'arrêt. Je me dis que je ne suis pas contre le principe qu'on arrête un citoyen. Mais lorsque c'est seulement une catégorie de citoyens qu'on arrête pour des infractions et qu'une autre catégorie se croit au-dessus de la loi, je verrais mal comment un Fabou, qui a déjà désobéi aux règles juridiques les plus élémentaires, peut engager une procédure contre un Fonike Mangué pour une manifestation pacifique. Fonike Mangué était dans ses droits de manifester. Fabou était dans ses droits de faire le travail qui lui a été fait lorsqu'il obéit aux règles juridiques établies. Mais lorsqu'entre-temps, les uns trouvent à redire, il faut que les autres aussi se soumettent à la loi. Ouais. Mais quant à dire maintenant que l'on va être rigoureux avec les uns et être partial avec les autres, ça crée encore les conditions du désordre. Un État, quel qu'il soit, ça c'est dans un État de droit, l'État est soumis au droit, l'État est justiciable. Quand c'est un citoyen, qu'il soit préposé de l'État ou pas, il est justiciable. Donc c'est dire que de la même manière que Fonike Mangué est justiciable, Fabou Kamara, Simakan sont aussi justiciables. Il suffit tout simplement qu'ils fassent preuve d'humilité et qu'ils se considèrent comme étant des citoyens et qu'ils répondent à la convocation du juge. Alors, en parlant du FNDC, il y a également cette information qui a occupé la une de la presse en début de semaine, c'est cette libération des 35 détenus sur les 45 membres du FNDC qui ont été arrêtés à l'occasion des manifestations contre le troisième mandat d'Alpha Condé dans la région forestière, notamment à Zérékoré, qui ont bénéficié d'une liberté sous contrôle judiciaire du côté de Kankan. Est-ce qu'on peut dire que c'est un début de soulagement pour vous, activistes des droits de l'homme, qui ont dénoncé notamment cet état de fait? En fait, ceci aurait dû se passer depuis très longtemps. On aurait dû les libérer, les mettre en liberté provisoire parce que cela avait été réclamé. Et lorsque ça se passe aujourd'hui, nous ne faisons qu'applaudir. Mais qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est de faire de ça une monnaie d'échange parce qu'on est à la veille des élections du 18 octobre. Ah oui, c'est justement la lecture que certains font de la chose. Et si c'est le cas, ce ne serait pas très élégant. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Mais il aurait fallu que l'État prenne le devant et qu'il le fasse bien avant que les élections ne s'annoncent. Ce qui aurait dû permettre aux citoyens de se dire voilà un comportement d'apaisement que l'État a adopté. Mais essayer de le faire juste au moment où on est dans la fièvre de la campagne, ça amène les gens à se poser la question de savoir pourquoi c'est maintenant. Malgré tout, il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'État a fait preuve de beaucoup de compréhension quand il a décidé de se plier aux requêtes soumises, qui lui ont été soumises. Mais encore une fois, l'État doit prévenir. Gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'il était nécessaire de le faire, si ça avait été fait à l'époque, on aurait parlé d'apaisement. Mais attendre que les élections s'annoncent, qu'elles pointent à l'horizon pour le faire, c'est amener certains qui, de bonne foi ou de mauvaise foi, pourraient interpréter ce comportement comme étant un comportement électoraliste. Et c'est ce qui n'est pas très intéressant. Il faut toujours que l'État se mette dans la position que toute analyse qu'il fait autour d'une question est une analyse correspondant à son intime conviction. Qu'il n'y ait pas de calcul politique derrière, qu'il n'y ait pas de pression derrière. Et je l'ai dit lorsqu'il a été question de l'ouverture des mosquées. J'ai dit que lorsque le président de la République a décidé de reconduire l'état d'urgence sanitaire, il aurait dû, au fur et à mesure, prendre des dispositions pour assouplir certaines situations en vue de ne pas être obligé de le faire sous la contrainte. Sous la contrainte et qu'on ait l'impression que c'est la rue ou la pression sociale qui l'a amené à le faire. Et c'est en ça que je me pose la question de savoir à quoi servent les conseillers qui tournent autour du président de la République.
Ou le conseil scientifique d'ailleurs. Ou le conseil scientifique lui-même. Oui. Ou le comité national lui-même de sécurité sanitaire. Ou les ministres eux-mêmes. Chaque département aurait dû déjà, avant que le président de la République ne prenne la décision, ils auraient dû apprécier et tâter le pouls à leur niveau pour savoir qu'est-ce qui pourrait constituer des couacs. Et essayer de soumettre cette réflexion au chef de l'État pour qu'au moment où il doit prendre les décisions qui s'imposent, qu'il tienne compte de ces aspects-là. Ouais. Mais on a tout l'air de penser que c'est un seul homme qui décide et les autres obéissent. Ouais. Alors, sur la question, c'est vrai quand même qu'on peut dire que c'est un début de soulagement pour les parents de ces interpellés du côté de Kankan. Absolument. Mais le problème, sur les 45, on parle non, 43 arrêtés, on parle de 35 libérés, il y a 7 encore qui croupissent en prison, mais ce qui est aussi incompréhensible, c'est que ceux qui ont été libérés n'ont pas été libérés sur la base notamment d'un procès judiciaire, et ceux qui restent en prison également sont restés en prison sans un fondement juridique. Comment est-ce que vous appréciez la démarche de l'État? Moi, je crois que c'est plutôt une démarche politique qui a été appliquée à ces gens-là. Je le dis pourquoi? Parce que c'est pour tout ça que les gens se posent la question de savoir s'il n'y a pas un calcul électoraliste derrière. Normalement, c'est les juridictions compétentes qui devraient faire une analyse, prendre une décision judiciaire qui aurait justifié la libération de certains et le maintien d'autres en prison. Mais aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir sur quelle base certains ont été libérés et d'autres sont encore en détention. Ouais. C'est autant dire que c'est plus le politique qui a fonctionné que le judiciaire. Alors, justement, parlant de politique, il faut dire également que les acteurs politiques de la Guinée, et notamment ceux membres de l'opposition, mais aussi du front dressé contre un troisième mandat d'Alpha Condé, ont également leur analyse, notamment sur cette annonce de libération de ces 35 membres du FNDC détenus du côté de Kankan. On va avec cet élément de reportage qui illustre l'intervention de Dr Faya Milimono sur la question, et après on revient pour décryptage. D'abord, nous sommes contents que certains compatriotes, ils ne sont pas tous, je crois que c'est 35 qui ont été libérés sur 42 personnes qui étaient en prison. On est content que ces personnes puissent retrouver leur famille. Ils étaient en prison parce qu'on était en train de leur faire du tort. Mais encore une fois, nous sommes en train d'observer que le pouvoir d'Alpha Condé est en train de faire de la vie humaine aujourd'hui une sorte de marchandise politique. On prend des gens, on les fout en prison, on demande le soutien, moyennant leur liberté. C'est exactement ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire, on te fout en prison, on te soumet à toutes sortes de tortures physiques ou morales, et puis après, on te dit, tu acceptes soit de fermer la bouche, ou alors tu acceptes de rejoindre le RPG, sinon tu ne peux pas recouvrer ta liberté. J'ai vu des gens aller prendre le crédit en disant c'est grâce à eux. Non. Lorsque ces personnes ont été kidnappées en Zéro Corée, envoyées à Kankan, nous n'avons vu aucun de ceux qui sont en train de prendre le crédit aujourd'hui d'être à l'origine de leur libération. Plutôt, c'est eux qui étaient en train de dénoncer qui devaient être arrêtés, c'est-à-dire qui se battaient pour la liberté, qui se battaient pour les droits en région forestière. Mais l'hypocrisie, elle est guinéenne. Et c'est ce que nous combattons. Ce que je dis, chose bienvenue à ces frères qui retrouvent leur famille, mais nous disons au pouvoir qu'on n'acceptera pas et qu'on continuera à condamner que l'on fasse de la vie humaine aujourd'hui une marchandise politique. Pour ce qui nous concerne, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est pas une élection. Nous avons décidé de ne pas prendre part à ces élections et nous avons dit à travers un communiqué clair que nous ne donnons pas et nous ne donnerons pas de consignes. Cela veut dire simplement que nous ne voulons pas, n'est-ce pas, aller contre un mur que nous voyons devant nous. Il y a d'autres chemins, ça, on l'a prouvé encore aujourd'hui. On nous a refusé une manifestation qu'on devait faire sur l'autoroute. Les populations ont montré qu'elles sont effectivement mobilisées et debout. Je crois qu'on devait continuer ce combat dans le cadre du FNDC. On aurait eu raison de la dictature en place. Et oui, c'était la réaction de Dr Faya Milimono sur cette annonce de la libération de ces 35 détenus membres du front dressé contre un troisième mandat d'Alpha Condé à Kankan. Alors, il faut dire que c'est vrai qu'on peut dire aujourd'hui, il y a de la manipulation politique. Maintenant, la crainte aujourd'hui, parce que à Zéro Corée, vous avez maintenant deux bords, une partie des citoyens
qui sont contentes parce qu'ils ont leurs parents, fils et pères qui ont été libérés, d'autres qui sont toujours à l'attente. Et nous sommes en période électorale. Qu'est-ce qu'il faut créer notamment comme incidence en termes notamment de réaction vis-à-vis de ceux qui estiment peut-être qu'ils sont légers parce que leurs parents et fils restent toujours en prison? Moi, je crois qu'il faut souhaiter surtout que les gens aient une analyse objective de la situation et que cela ne crée pas les conditions d'une perturbation au niveau du processus électoral. Et pour cela, il faut lancer un appel aux autorités guinéennes pour que quand elles doivent prendre des mesures de ce genre, que c'est ça, des mesures globales, qu'on ne garde pas les uns et qu'on lâche les autres. J'ai tout à l'heure suivi le leader du bloc libéral parler de marchandisation politique de la personne humaine. C'est quelque chose de très grave si c'est le cas qui est avéré. On ne doit pas se servir d'un individu pour pouvoir obtenir ce qu'on veut de manière politique. C'est exactement comme si on fait d'une personne un bouclier humain. Ici, ce n'est pas le combat ouvert où on va utiliser la personne comme bouclier humain, mais c'est tout comme. Parce qu'essayer d'utiliser un citoyen, le priver de sa liberté, pour essayer d'obtenir des résultats. Et des graves, on interpelle les gens du côté des Érécorés, on les emprisonne du côté de Kankan, au prétexte que c'est une question de sécurité. Non mais ça quand même. Je crois qu'il y a un peu quelque chose qui ne marche pas dans le comportement ou dans le modus operandi des autorités guinéennes. Il faut qu'on ait la lucidité en tant qu'État de pouvoir effectivement appliquer les mesures qui s'imposent partout où ça se passe. Mais cette forme de déportation crée les conditions d'une autre suspicion. Et je dis encore une fois que ceux qui ont été libérés, je salue leur mise en liberté provisoire. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas quitter ce pays pour ça. Mais encore une fois, il faut que la mesure soit globalisée parce que de toutes les façons, on n'a suivi aucun acte juridique qui justifie la libération des uns et le maintien des autres en détention. Et même leur interpellation également. Parce que l'interpellation aussi ne s'est pas faite dans les règles de l'art. À l'époque, on avait dénoncé la forme. On s'est posé la question de savoir sur quelle base on a arrêté ces personnes-là. Et on s'est posé la question de savoir comment on a pu laisser libres ceux qui ont créé les conditions de cacher les réalités. Et il y a des fosses des fosses communes qui sont à Zérékoré. Quelque chose que le droit international interdit. Et l'État guinéen ne cherche pas à savoir quels sont les commanditaires de cet acte qui a consisté à faire des fosses communes. On aura certainement l'occasion de revenir notamment sur ces cas de violation ou de violence du côté de la région forestière. Alors c'était tout pour cette première partie consacrée essentiellement à la libération de ces 35 détenus du Front National pour la défense de la Constitution. On marque une courte pause et après on revient désormais pour ouvrir le chapitre du massacre du 28 septembre. 11 ans après, il faut le dire que les victimes réclament tous leur justice, mais ça sera juste après ça. De retour dans cette émission et avec toujours mon invité du jour qui m'accompagne, M. Abdoul Gadiri Diallo. Je rappelle qu'il est le président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Avec lui, nous allons parler du massacre du 28 septembre 2009. Après 11 années après, il faut le dire que les victimes réclament toujours justice. Le procès des auteurs présumés du massacre du stade de Conakry tarde toujours à s'ouvrir. Alors que les victimes s'impatientent, aucune date n'est encore annoncée. Pourtant, l'information judiciaire du dossier des infractions commises le 28 septembre 2009 au stade éponyme et alentour a été clôturée depuis, je rappelle, depuis le 29 décembre 2017 par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel de Dixine. Alors, M. Diallo, c'est vrai quand même que pour celui qui observe un peu l'évolution sociopolitique de la Guinée, pourrait s'étonner parce que
la forme de démocratie actuelle ou l'état de droit que nous brandissons aujourd'hui pour annoncer une sorte de retour de la Guinée sur la chaîne internationale, on doit ça à ces massacres du 28 septembre parce que c'est des Guinéens qui se sont toujours là pour exprimer leur position de non-partance par rapport à la volonté d'alors de la junte militaire d'offusquer le pouvoir. Alors, selon vous, quel regard portez-vous d'abord sur le contexte de la commémoration de ce massacre du 28 septembre? D'abord, la date du 28 septembre est souillée par notamment ce massacre. Bon, moi je voudrais d'abord dire que si l'on tient compte du contexte qui prévalait en 2009, c'est tout comme si on est dans le même contexte aujourd'hui. Ouais. C'est une volonté de la junte de se maintenir au pouvoir qui a conduit aux événements du 28 septembre. Sur l'appel des forces vives. Sur l'appel des forces vives. Ouais. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui aurait dû partir après ses 2 mandats, qui a obtenu au forceps l'approbation d'une loi, pardon, d'une nouvelle constitution, rien que pour faire sauter le verrou qui l'empêcherait de se présenter pour un 3e mandat. Donc c'est presque le même contexte. C'est la volonté d'une personne ou d'un groupe de personnes de vouloir se maintenir au pouvoir contre le gré de la quasi-majorité de l'opinion nationale. Alors, si les événements du 28 septembre 2009 traînent, et cela fait 11 ans, alors que c'est un président qui est le produit ou le résultat de ce massacre, qui est au pouvoir. De ce sacrifice voilà, des Guinéens, sincèrement, si on peut dire, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas imaginer qui allait devenir président. Et que lui ne soit ni de près ni de loin mêlé à cette affaire-là. Qu'il arrive au pouvoir. Je crois que le plus grand service qu'il aurait rendu à la Guinée, c'est de dire « Oh là, on met fin à l'impunité ». Et pour prouver qu'on met fin à l'impunité, nous allons commencer par ceux qui ont commis les crimes que les Nations Unies assimilent à des crimes contre l'humanité. Il aurait été grand s'il avait organisé ce procès à l'époque et qu'il parte sur de nouvelles bases. Mais nous avons tout l'air de penser qu'il avait déjà sa projection et que ces massacres ne l'intéressaient pas. Et qu'est-ce qui nous a amené à comprendre ça? C'est quand on nous dit que les massacres du 28 septembre ne sont pas plus horribles que ce qui s'est passé au Camboiro, que ce qui s'est passé en 2007, que ce qui s'est passé autrefois. On s'est dit, mais attendez, on est dans un pays. On compare les... On commence par quelque chose et on essaie de mettre en place un processus pour connaître des autres cas. Et le cas le plus récent, c'est celui du 28 septembre. On ne va pas sauter un serpent qui est en train de vous mordre pour aller tuer un autre serpent qui vient vers vous. On commence par éliminer celui qui est sous vos pieds. Et c'est le premier dossier sur lequel la CPI s'est attelée à qualifier comme étant des crimes assimilables à des crimes contre l'humanité. Et je crois qu'il avait toutes les chances de créer les conditions d'un retour de la Guinée sur l'échiquier international en essayant de régler ces problèmes. N'empêche, il y a eu des manœuvres, il y a eu un silence. Par où ça bloque? Et finalement, selon vous, on nomme des ministres. Le ministre qui était là à l'avènement de Alpha au pouvoir a pris une position qui nous a amené à comprendre qu'il ne voulait pas de ce procès. Parce qu'il est allé jusqu'à donner des injonctions au pool des juges d'instruction qui a été mise en place. C'était lequel des ministres? Monsieur Christian Sow. Pour dire que toute convocation d'un haut cadre doit nécessairement passer par lui. Toute convocation d'un individu qui est présumé être responsable de ces crimes-là doit passer par lui. En violation flagrante du principe de la séparation des pouvoirs, parce que les juges du siège n'ont pas de compte à rendre au ministre de la Justice. C'est les juges du parquet qui relèvent de l'autorité du ministre de la Justice. Et après lui arrive M. Cheikh Sako. M. Cheikh Sako, avec toute sa volonté, a buté devant un roc. Il faut reconnaître qu'il a réussi à un moment donné à mettre le comité de pilotage devant, travailler sur les conditions d'organisation du procès. Il a réussi à mettre quelques moyens à la disposition du pool des juges d'instruction. Et des gens ont été inculpés
En plus de cela, il a essayé de faire de son mieux pour clôturer le dossier. Alors, si vous permettez sur la question notamment du massacre du 28 septembre, on va partir sur le terrain, parce qu'il faut dire que c'est vrai que c'était à l'appel des forces vives, mais à l'époque, il y avait également des partis politiques, et pas des moindres, qui ont également lancé des appels à leurs militants d'accompagner à l'époque les forces vives dans le combat, notamment pour barrer la route à cette tentative, notamment de la junte d'alors, de se maintenir au pouvoir. On va partir sur le terrain avec notre invité qui est déjà au bout de fil, M. Bahouri, président du parti UDRG. Bonjour Monsieur le Président et bienvenue dans cette émission sur la télé du 21e siècle. Bonjour et je salue tous vos téléspectateurs. Alors il faut dire que nous parlons dans cette émission du massacre du 28 septembre. 11 ans après, les victimes réclament toujours justice. Alors vous qui étiez à l'époque notamment des acteurs politiques qui ont également lancé des appels à leurs militants de participer à cette, de répondre notamment à votre invitation. Alors aujourd'hui, 11 ans après, selon vous, quelle analyse faites-vous notamment de ce retard accusé dans l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre? Bon, je dois dire que c'est regrettable que la Guinée, jusqu'à présent, n'a pas choisi la voie permettant d'éviter la répétition des massacres de masse. Et la justice pénale aurait dû fonctionner pour stopper toutes les dérives de violence qui peuvent être générées par les pouvoirs en place. Mais en ce qui concerne le massacre du 28 septembre 2009, j'avoue que je ne me faisais aucune illusion sur la faible volonté du pouvoir en place, issue des élections de 2010, à aller dans le sens de l'organisation du procès. C'était tout simplement des déclarations d'intention, sans pour autant que dans les faits, que les dispositions soient prises politiquement pour organiser le procès et permettre de situer les responsabilités et de faire en sorte qu'aucun régime, quel qu'il soit, ne puisse réutiliser ces méthodes de violence et de barbarie contre son propre peuple. Alors, Monsieur le Président, il faut dire quand même que parmi également certains observateurs, il y a également vous, les partis politiques qui sont pointés du doigt par rapport à votre position vis-à-vis notamment de la tenue de ce procès. On estime que les partis politiques ont plutôt, c'est pas, l'idée ailleurs et que vous n'avez pas fait de la tenue de ce procès comme étant une sorte d'exigence aux autorités au détriment notamment de vos ambitions politiques. Bon, je n'ai pas bien saisi la question, si vous pouvez la répéter. J'ai dit, certains observateurs estiment que les partis politiques d'alors, l'UFDG, actuellement au pouvoir, le RPS Arc-en-Ciel, et même l'UFR, que vous n'avez pas fait une sorte de priorité, la tenue de ce procès, au détriment notamment de vos calculs politiques. Bien sûr, il y a une part de vérité. Regardez, à part quelques personnes et quelques responsables politiques, rares sont ceux qui évoquent la mémoire des victimes. Le pouvoir en place qui est là du fait... Qui a bénéficié même notamment de ces massacres, le professeur Alpha Condé. Bien sûr, parce que sans cela, on n'aurait pas pu organiser les élections de 2010 et la situation aurait été imprévue et on ne pouvait pas savoir comment la Guinée aurait évolué depuis lors. Mais au regard de ce qui a été fait et au regard de la réalité d'aujourd'hui, les victimes sont triplement victimes. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de devoir mémoriel. Cela veut dire que même l'État actuel, le gouvernement actuel, ne rend pas les honneurs aux victimes, ne restitue pas la grande place du mouvement qui a été la conséquence du 28 septembre 2009. Et puis aussi, il y a aussi autre chose. La constitution de 2010 est née du processus lié au 28 septembre 2009. Le fait de refuser disons, la dictature et la confiscation du pouvoir en 2009
au profit du CNDD, c'est la même situation qui est en train d'être vécue par les populations guinéennes en 2020 avec, disons, la violation de la Constitution de 2010, avec un changement anticonstitutionnel, avec des élections qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont aucune légitimité et n'ont aucune base légale susceptible de conforter la stabilité de nos institutions. Ouais. Donc, de ce point de vue, les sacrifices qui ont été consentis en 2009 jusqu'à présent n'ont pas été, disons, récompensés par des avancées notables sur le plan démocratique, sur le plan humain et sur le plan du devoir mémoriel à l'égard de toutes les victimes de ces barbaries contre les populations guinéennes. Tout au contraire, on revoit la réédition de ces mêmes méthodes, notamment 22, 23, 24 mars dernier à Zérekoré, les théories récurrentes le long de l'acte, etc., etc. C'est-à-dire le pouvoir en place n'ont tiré aucune leçon positive de ce qui a été fait par le passé pour ne plus que la Guinée sombre dans des séries de tragédies et de violences. Tout au contraire, ils ont poursuivi dans la même logique que ceux qui étaient les principaux responsables du massacre du 28 septembre 2009. Monsieur Bahouri, alors il y a également cette dernière question sur laquelle je voudrais avoir votre avis. C'est vrai qu'au regard notamment de la situation politique guinéenne aujourd'hui et même de son contexte social, beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que tenir un procès du massacre du 28 septembre dans ce contexte-là risque de créer d'autres problèmes au pays en termes d'impact sur le tissu social. Est-ce que selon vous, c'est possible de tenir ce procès sans que ça ne puisse avoir d'impact notamment sur la cohésion sociale en Guinée? Bon, il n'y aurait pas eu de problème au niveau de la cohésion nationale. Tout au contraire, ça allait renforcer la cohésion nationale, ça allait moraliser le combat politique tel que certains acteurs sont en train de le faire dans ce pays. Ça aurait conforté, disons, le droit de tous les citoyens guinéens de pouvoir vivre en liberté, en sécurité dans leur propre pays. Mais ne rien faire, c'est permettre la répétition de ce genre de massacre. Et comme on l'a vécu durant ces 10 années, on a eu des massacres répétitifs tout au long de ces 10 dernières années. Donc, en aucune manière, ceux qui étaient, disons, les responsables du massacre du 28 septembre 2009 se sont retrouvés avec d'autres démules, c'est-à-dire avec d'autres personnes qui, au sein du pouvoir, ont répété les mêmes choses. Donc, dire que le procès aurait créé des problèmes, non. Le procès aurait clarifié les relations qui doivent exister entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Et ça aurait restitué la responsabilité des uns et des autres vis-à-vis de leur propre peuple. Ouais. Donc, je ne crois pas à ça. Merci, monsieur Bahouri. Je rappelle que vous êtes le président notamment de l'Union démocratique pour le renouveau de Guinée. Merci d'être passé dans cette émission. Pour la renaissance de la Guinée. Merci beaucoup pour la précision. Merci Au revoir. Merci bien. Alors, on revient sur ce plateau avec mon invité qui est toujours avec moi, monsieur Abdoul Gaderi Diallo, président de l'OGDA. C'est vrai qu'il y a cette question, parce qu'aujourd'hui, on avait commencé un certain nombre de procédures, certaines activités avaient débuté, il y a eu de la formation notamment de ce qui devait tenir le procès, le soir même notamment d'un lieu qui était le cinéma Liberté. Alors aujourd'hui, à quoi se trouve notamment l'évolution de toutes ces activités et par où ça bloque, pourquoi ça bloque? Bon, comme je vous le disais tantôt, l'arrivée de Mohamed Lamine Fofana nous a servi un autre disque. Ouais. C'est celui de dire qu'il faut un siège digne de ce nom. Le ministre intérimaire. Le ministre intérimaire de qui la est justice. devenu après ministre titulaire. Ouais. Il a battu en brèche le fait qu'il faut que ce soit le cinéma Liberté. Et plus tard, il nous a dit qu'il faut qu'on fasse la pose de la première pierre du lieu où devrait se tenir ce procès. Et il dit que les magistrats guinéens ne sont pas formés à aborder un sujet d'une telle envergure. Il a désigné des magistrats qui ont été formés. Il est allé jusqu'à avancer une date imprécise en disant qu'en juin 2020, le procès allait se tenir.
la Covid-19 est venue mettre Voilà, tout s'embralle. Du sable dans l'engrenage. Le dernier arrivé nous sert autre chose. Mori Doumbouya, Mori Doumbouya, qui est pourtant un avocat. C'est qu'au nom du principe de la territorialité, il faut que le procès se tienne à Dixine. N'empêche. Alors, on me fait signe qu'on est acculé par le temps. On va marquer une courte pause dans cette émission et laisser ces téléspectateurs, notamment sur l'air fin, avant de revenir juste après ça pour continuer cette émission avec M. Diallo pour parler également la suite de ce dossier du 28 septembre. Mais ça sera juste après cette courte pause. Merci pour votre considération et confiance renouvelée sans cesse à cette télé et plus particulièrement cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui passe sous scanner l'actualité sociopolitique de la Guinée qui vous permet, vous, téléspectateurs, de prendre position sur les sujets de l'actualité sociopolitique en toute responsabilité. Il faut dire qu'on parle des massacres du 28 septembre. Alors, M. Diallo, vous parlez notamment de l'actuel ministre Mori Doumbouya qui également a évoqué d'autres arguments pour la tenue de procès. Voilà, comme je le disais, ouais. On n'est plus dans le choix du site, on n'est plus dans le choix de tel ou tel, mais c'est de dire plutôt que désormais, c'est le tribunal de Dixine qui est compétent pour connaître de ce dossier, ce qu'on ne lui refuse pas. Mais en attendant, les magistrats qui ont été formés, ils ne relevaient pas du tribunal de première instance de Dixine. On a trié sur le volet pour dire voilà les magistrats qui sont susceptibles d'avoir l'envergure nécessaire pour tenir ce procès. Et il nous ajoute que ce n'est pas au ministère de la Justice de fixer la date, c'est aux magistrats. Ce que je ne rejette pas aussi. Mais ce procès est éminemment politique. Ouais. Et il faut absolument qu'à côté du judiciaire, il y ait une volonté politique. Évidemment. Ce qui fait que la convocation du procès ne se fera pas sans la caution morale de l'État et des politiques. Et pas plus tard que la semaine écoulée, il semblerait que le procureur du tribunal de Dixine a fait sa sortie pour dire que dès après les élections présidentielles, le procès allait être programmé. Alors, je suis en train de me poser la question de savoir quelle est la relation entre la présidentielle qui se tient maintenant et la convocation d'un procès qui attend sur le massacre depuis 11 ans. Je trouve que ça aussi, ça ressemble un peu à un discours électoraliste. Alors, ce qu'on n'a pas compris quand on sort de l'argument, notamment par rapport au lieu, parce qu'on a choisi notamment le cinéma Liberté aux côtés du pont 8 novembre. Après ça, on a parlé également de la construction d'un siège pour la tenue du procès. Mais on se rappelle tous, quand le domicile du chef de l'État a fait l'objet d'attaques, le procès tant politique, notamment sur l'attaque du domicile du chef de l'État, s'est déroulé du côté de la cour d'appel de Conakry. Alors, est-ce que cet argument en termes de construction ou de choix de lieu cause problème et comment est-ce que vous analysez tout cela? Bon, nous avons opposé ça à M. le ministre de la Justice qui était là à l'époque, Mamad Lamine Fofana, pour lui dire, écoutez, les locaux actuels de la cour d'appel se prêtent bien pour tenir ce procès. Parce que c'est au début qu'il y aura un flux de curieux. Oui. Mais plus tard, ça va s'étioler. Il y a eu quand même... Et on ne comprend pas... Le procès pas des moindres, procès des gangs, procès de l'attaque du domicile du président, c'est quand même... Le procès des gangs s'est tenu là, et il a été l'un des procès les plus positifs d'ailleurs, parce que ça, il a été didactique même. Ouais. Il a permis aux Guinéens de comprendre un certain nombre de comportements qu'il faut avoir en tant que citoyen. Ouais. Si nous tenons compte du fait que en 2011, il y a eu le procès de ceux qui ont attaqué le domicile du président de la République, et que de manière très diligente, on n'a pas évoqué le besoin d'avoir une salle un peu digne de ce nom. Ouais. On a utilisé la cour d'appel. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on nous invoquerait ça, et ça on l'avait notifié au ministre de la Justice d'alors. Et aujourd'hui, on dirait que tout ceci n'entre même plus dans le champ d'action de l'actuel ministre. Il parle de territorialité, il parle de convocation du procès, et on entend M. Sidi Souleymane Ndiaye annoncer que ça va se tenir après les élections. Mais de qui se moque-t-on? Est-ce que l'on pense que les massacres du 28 septembre
ne concerne qu'une catégorie de Guinéens. Pourquoi le Guinéen n'arrive pas à s'indigner quand on est confronté à des situations aussi horribles que ça? Pourquoi les Guinéens ne se sentent pas concernés par ces questions au point que les autorités actuelles puissent tenir ces propos-là? Je vous ai entendu tout à l'heure parler d'arguments que ça n'aime pas sur le tissu social. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un tissu social aussi effiloché que le nôtre? C'est ce qu'on dit notamment de tous les, pays de la Guinée. Cambouaro, c'est de faux arguments. Pour dire que non, il ne faudrait pas réveiller les morts. C'est de faux arguments. Ouais. Et ça indigne même toutes les bonnes personnes qui se disent, est-ce que la Guinée là est un pays à part? Est-ce que la Guinée ne fait pas partie du concert des nations? Il y a eu le procès de Nuremberg. Il y a eu les procès au Cambodge. On a vu le tribunal spécial sur l'ex-Yougoslavie, le tribunal spécial sur le génocide rwandais. Ouais. Tout ceci s'est passé et ça n'a jamais affecté le tissu social. Je prends rien que le Rwanda. Ce procès a contribué à créer les conditions d'amener les Rwandais à accepter qu'ils sont tous Rwandais et que plus jamais ils n'allaient revivre ce qu'ils ont vécu. Et aujourd'hui, prenez tous les pays africains. Le Rwanda est cité en exemple. Pourquoi la Guinée pense que juger les massacres du 28 septembre pourrait effilocher le tissu social guinéen? Est-ce qu'on a subi des massacres à la dimension du génocide rwandais? Est-ce qu'on a subi des massacres à la dimension de ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie? Est-ce qu'on a subi des massacres à la dimension de ce qui s'est passé au Cambodge? Pourquoi on nous invoque des arguments d'effilochement du tissu social et de tout ça là? Moi, je me dis que c'est aujourd'hui que le tissu social est le plus effiloché. Et plus en lambeau, sincèrement. Il est systématiquement en lambeau. Alors, il y a, sur la question notamment de la volonté politique, c'est vrai qu'on ne peut pas incriminer les uns et les autres, mais quand même, c'est un peu incongru de voir qu'il y a des cités où des gens qu'on estime notamment être impliqués dans ces massacres-là, soient en prison et que d'autres continuent de bénéficier de la largesse de l'État. C'est l'un des indicateurs de l'incohérence même. Comment est-ce que vous utilisez tout cela? C'est l'un des indicateurs de l'incohérence même de ce discours qu'on tient en Guinée. Les Toumba sont en prison, d'autres sont... Certains sont en prison, d'autres, au nom de la présomption d'innocence, sont en liberté et occupent de hautes responsabilités. Pourquoi n'applique-t-on pas le même principe de présomption d'innocence à des Toumba et autres là? Pourquoi c'est aux uns qu'on l'applique et aux autres on ne l'applique pas? Est-ce que ça vous inspire tout cela? C'est la preuve que vraiment il n'y a pas de sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, lorsque vous prenez un acte en tant qu'État, vous devez réfléchir à tous les contours. Il y a des aspects sur lesquels on doit s'appesantir. C'est le principe d'impartialité. L'État est impersonnel. L'État doit pouvoir agir en fonction des textes qui régissent cet État-là. Ce n'est pas par saute d'humeur. Et aujourd'hui, nous sommes dans un dilemme. Nous qui sommes en train de nous battre pour qu'il y ait le procès du 28 septembre. Les gens sont en prison et en détention préventive abusive. Les autres sont en liberté et le procès ne se tient pas. Au point qu'aujourd'hui, notre combat, c'est quoi? C'est de dire, écoutez, les Guinéens ont à gagner en organisant rapidement ce procès pour à la fois réduire les difficultés que rencontrent ceux qui sont en détention préventive abusive, mais aussi et surtout pour amener chacun des Guinéens à comprendre jusqu'où ça s'est passé. Alors, dans tout cela également, il y a des victimes qui sont également au centre des intérêts dans tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on, à travers vous, notamment la structure des défenses des droits de l'homme, certaines victimes commencent à sortir notamment du poids psychologique de ces massacres-là, mais les victimes également sont laissées pour compte, parce qu'il y a un moment donné, il y avait des voix qui s'élevaient en termes notamment d'assistance pour l'indemnisation des victimes, puisque le procès ne se tient pas. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il notamment Ça, c'est un autre paradoxe. Les réparations ne sont pas subordonnées à la tenue du procès. L'État aurait pu faire preuve de bonne foi en essayant
ne serait-ce que de prendre en charge. Surtout qu'on a fait pour les acteurs politiques. Surtout qu'on a trouvé des ressources pour un Jean-Marie Doré, un Cellou Dalein Diallo, un Sidia Touré. On leur a trouvé des ressources. Mais pourquoi ne pas prendre la même mesure pour les pauvres victimes qui se sont retrouvées au stade? Et certains aujourd'hui sont dans un dénuement total, d'autres sont handicapés à vie. Je ne suis pas en train de contester le fait qu'on ait accordé ces indemnités à un Sidia, à un Jean-Marie Doré ou à un Cellou. Mais est-ce que c'était les plus nécessiteux? Pas du tout. Et si ce n'était pas les plus nécessiteux, pourquoi avoir pris un tel montant pour l'orienter vers ces personnes-là avant de commencer par les plus démunis? Et on va me dire non, ce sont leurs militants qui ont été consacrés. On a commencé déjà à travers ce raisonnement-là à catégoriser les victimes. Alors que ce sont des Guinéens qui étaient victimes, toutes tendances confondues. Et l'État n'a pas à donner un caractère sélectif à ces interventions. Alors, si vous permettez, on va aller avec la régie, notamment avec ces réactions, notamment de ces victimes qui ont brisé le silence après 11 années, notamment de ce massacre du 28 septembre. On s'est amusé à vous proposer notamment des éléments sonores ou des réactions purement débarrassées de toute tradition, pour vous permettre, notamment vous téléspectateurs, notamment d'avoir une vue sur ce qui, la vie qu'est en train notamment de mener ces victimes du massacre du 28 septembre. On suit la réaction de ces victimes et après on revient dans cette émission. Naga kulo mege naga fenyere na mona na to anako condamné naga mo justice mosto ali mombo e barasa nyande minani nyande 28 septembre kala ko mandi tata ko feddino konde nyande parce que ko hebilan kon ko haado sayi ha jollan do ko Allah wadi sina dum ko to mi andi mi luttayno ko hebilan kon o du wadi ha mi ngemodi ngande men seedi mi yawno ha Libreville au Gabon modi en artiri lan haado après 6 mois o artiri lan haado le fait que j'ai été victime du 28 septembre. Parce que moi on m'a frappé, ils ont cassé un côte, le bras avec 6 dents arrachées. J'étais avec mon grand frère qui vivait en États-Unis d'Amérique, il s'appelle Amadou Ribari, lui aussi jusqu'à présent son corps est disparu. Jusqu'à présent on n'est pas retrouvé. Maintenant ça vaut 11 ans comme ça. Le gouvernement guinéen n'a jamais parlé de ça. On demande Alpha Condé avec son gouvernement, on veut la justice maintenant, dès maintenant. Fegbete mara, moga fe nyefu nun kirin nantu. Depuis nagan sadangi 2009, kaito solution toama. Nagan birin nabari dunia na kolon. La Guinée kan sangama kolongdi mais de paraba kaka jasma umara mumu keke komprangi mogavi ki merisiga e bombo wera druwa mo e wo bombo e wora bi sagora nagambire kenengera ba nadangi muyo musoto nagamfama e ga fende ndefala e ga justice magorin woma Mumbara justice magori e mo repondu ma e bombo na ga nagiki benu e ga bombo gira mutambe e ga jana malima mutam victime e ga fera parce que fe wona e bara mun soto c'est mogorogo fo ga me aga ira ba fe ginera e ga me munaganna na ga mwebe asali kala mwebe malima ne woga dari e kere mara aloge na ganna bari e mu bombo e mu violi e mi rifara anu ni nanna mu famfate et me refarne allo subi. Et vous l'avez compris, notamment que ce sont des témoignages qui font chaud au cœur parce que tout simplement c'est horrible et qu'on continue notamment de banaliser ces victimes par l'indifférence de l'État. On ne peut pas résister notamment face à ces images qui sont authentiques parce qu'on n'a pas voulu transgresser notamment ces images en termes de traitement. C'est permettre notamment ces gens de savoir ce qui se passe en ce qui concerne le calvaire de ces victimes-là du massacre du 28 septembre. Alors, M. Diallo, sincèrement, à écouter ces dames, et voilà, on ne peut qu'être abasourdi, sincèrement. C'est-à-dire que ces témoignages, c'est en ça que je me demande si le Guinéen a la capacité de s'indigner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre de telles situations
et rester indifférent. Ouais. Je le dis pourquoi, parlant tout à l'heure d'indemnisation. Ça peut se faire sans qu'il n'y ait procès. Il suffit que l'État prenne la mesure des choses. Et comme le disait la dernière intervenante, tout l'argent qu'on est en train d'engloutir dans la corruption des masses en vue de voter pour les uns et pour les autres, des milliards et des milliards qui vont dans les poches de gens uniquement pour acheter leur suffrage. Est-ce que si on posait des actes aussi nobles que ceux-là, on n'aurait pas créé les conditions pour amener le Guinéen à être rassuré et à s'assurer qu'il est en sécurité? Imaginez une dame qui a perdu notamment son foyer. Qui a perdu son foyer, qui a été renvoyé du Gabon parce que son mari plus de désir charnel parce qu'elle a été victime de viol. C'est terrible. C'est quand même horrible. Et nous sommes allés plus loin. Vous avez dû l'entendre parler tout à l'heure de Hadji Asmaou. Ouais, qui est la présidente, de l'AVIPA. Association des parents, amis et victimes du 28 septembre. Oui. Nous, c'est nous qui accompagnons et l'AVIPA et les victimes pour qu'il y ait justice. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi grâce à la Fondation Mukwege et à Global Fund à obtenir un financement pour l'indemnisation de manière intérimaire de toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 110 femmes qui ont été identifiées et qui ont été victimes de violences sexuelles. Wow. Qu'est-ce que cela représente pour nous? C'est un programme phare. C'est juste pour amener l'État à comprendre que c'est possible de le faire et c'est possible d'identifier ces victimes pour leur venir en aide. Il y en a aujourd'hui qui sont infectés. Il y en a qui sont abandonnés par leurs époux. Il y en a même qui ont perdu tout espoir parce qu'elles se disent qu'elles ont été abusées par une personne qui n'est pas leur époux. Non, mais certainement, notamment, c'est... Donc, on a désacralisé un peu leur pudeur, leur puritanisme. Tout ceci a besoin de réparation, aussi bien médicale, psychologique que financière. Donc, ce programme, on l'a mis en place en partenariat avec la Fondation Mukwege, Global Fund, AVIPA et l'OGDH, pour qu'on essaye d'assister, ne serait-ce qu'en tant soit peu, une catégorie de ces personnes victimes, notamment les personnes victimes de violences sexuelles, dans la mesure où la Fondation Mukwege ne travaille que sur les cas de violences sexuelles. Et tout ça pour amener l'État à comprendre que c'est faisable et que c'est possible. Malheureusement, ça n'a pas l'air de préoccuper qui que ce soit au niveau de... Alors, parlant du massacre du 28 septembre, aujourd'hui, quelle lecture faites-vous notamment de... Je posais la question à Baouri, notamment, qui a reconnu. Quelle lecture faites-vous notamment de ces acteurs politiques qui, pour moi, ont bénéficié, ont été les gagnants de ce massacre du 28 septembre, notamment les grands partis de l'opposition. Quelle lecture faites-vous notamment de l'engagement de ces partis politiques à faire de la lumière sur le massacre du 28 septembre? J'avoue qu'on est un peu mal à l'aise à ce niveau aussi. Et on a entendu des partis politiques nous dire, écoutez, on ne veut pas se mêler de ça pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est encore une récupération politique. C'est aujourd'hui qu'on nous parle de récupération politique. Ah, pendant qu'ils utilisaient les citoyens. Pendant qu'ils utilisaient les citoyens, leurs militants, au stade du 28 septembre, on n'a pas parlé de positionnement politique. Nous voulons simplement leur faire comprendre que les dégâts indirects qu'ils ont causés à travers ces massacres-là, c'est aujourd'hui nous qui sommes chargés d'accompagner ces victimes-là. Et je parle de toutes les tendances politiques, sans exception. Elles n'ont qu'à comprendre ces tendances-là, que ce qui s'est passé au 28 septembre ne s'est pas passé pour revendiquer du pain, du beurre ou du lait. C'est pour demander qu'il y ait une démocratisation. Et ça, c'est au profit des partis politiques. Si cette démocratisation est obtenue, entre griffes, qui en a bénéficié? C'est encore eux, les partis politiques, c'est eux qui sont encore en compétition aujourd'hui. Mais qu'ils aient au moins la pudeur et l'amabilité de penser à ces victimes-là. Non pas en les inondant d'argent, non pas en les prenant en charge sous réserve
que ces personnes victimes votent pour eux, mais pour montrer le bon exemple et amener les citoyens guinéens à s'assurer que et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui aspirent au pouvoir sont préoccupés par ce qui constitue leur problème à eux. Ouais. Et je ne vois pas en quoi cela pourrait affecter l'impartialité de l'action qu'on mène et en quoi cela aurait pu être considéré comme une démarche politique. Ouais. Il faut qu'à un certain moment, on rassure le citoyen. Le citoyen a besoin de quoi? D'être à l'abri de la peur. Dès que vous le mettez à l'abri de la peur, il est confiant et il va développer des initiatives créatrices. Et c'est quoi être à l'abri de la peur? C'est de s'assurer que quand il est en infraction, il y a une justice pour prendre les mesures qui s'imposent. Et quand il est victime, il a besoin d'une justice. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à M. Diallo d'être passé dans l'émission Starcom. J'espère que ça ne sera pas non plus la dernière. Et surtout, vous êtes un invité très disponible à chaque fois qu'on parle des droits de l'homme. Vous êtes là pour nous. Merci pour votre passage dans cette émission Starcom. Et on sait que ça peut avoir notamment de l'impact sur les décideurs pour la tenue de ce procès. C'est moi qui vous remercie parce que vous nous donnez toujours l'opportunité d'interpeller les uns et les autres. L'affaire du 28 septembre n'est pas une affaire de Paul ou de Pierre. Bien. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, c'est sur ces mots de remerciement de M. Abdoul Gaderi Diallo. Je rappelle qu'il est le président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et des citoyens qu'on va fermer porte et fenêtre de ce numéro de l'émission Starcom. Merci pour votre aimable attention. Surtout, ne quittez pas sur cette télé car le programme de la télé Star 21 TV reste riche et diversifié. On se reprend dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Au revoir et à la semaine prochaine.